pour qu'une structure sache quoi faire face à une attaque cyber, la première des choses, c'est d'arriver à la sensibiliser, d'arriver à lui expliquer comment ça marche, parce que spontanément, elle ne va pas le faire. Alors, quand vous prenez une grosse entreprise qui a déjà une DSI, un RSSI, avec des exercices, etc., évidemment, cette entreprise sait comment réagir. Mais si vous prenez un artisan, quel qu'il soit, plombier, électricien, un patron d'une entreprise de 2000 employés, etc., eh bien lui, pour le coup, il ne sait absolument pas comment réagir. Et donc, c'est vers ces cibles-là que l'on travaille en priorité en prévention pour arriver à les sensibiliser, à leur expliquer ce qui les attend et ce qu'ils doivent faire en cas d'attaque. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre du ComCyberGendarme. On les appelle aussi les gendarmes du cyberespace. Et pour cet épisode un peu spécial, c'est moi qui me suis déplacée dans les locaux du ComCyberGendarme et j'ai le plaisir d'être accueillie par le général de division Marc Boget. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans ce podcast et de m'inviter chez vous. Pour rentrer dans le vif du sujet, d'abord, j'aimerais bien en savoir plus sur vous et votre parcours universitaire et professionnel. Est-ce que vous pouvez m'expliquer d'où vient votre intérêt pour le monde de la cyber et ensuite comment on devient général à la tête du ComCyberGendarme ? Alors, je suis un officier de gendarmerie qu'on appelle recruté sur titre. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler dans le privé chez Schlumberger, pour ne pas les citer, avant de rentrer en gendarmerie muni de mon diplôme d'ingénieur, de mon DEA en informatique, que j'ai enrichi d'ailleurs par la suite avec un master de l'École centrale Paris, grâce à l'enseignement militaire supérieur de la gendarmerie. Et donc depuis cette entrée, il y a maintenant quelques années, comme on atteste mes cheveux un peu poivre et sel, eh bien, j'alterne les temps de commandement opérationnel sur le terrain, à faire du maintien de l'ordre, de la gendarmerie départementale, et puis des temps dans ma spécialité qui sont les systèmes d'information. Et c'est dans ce cadre que, en 2021, le directeur général, Christian Rodriguez, a souhaité me confier la création du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, le fameux ComCyberGendarme. Et donc le ComCyberGendarme, c'est le diminutif du commandement cyber de la gendarmerie. Le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Donc, il faut le prendre dans l'autre sens. Et il paraît qu'il y a aussi le ComCyber tout court qui existe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ? Alors, oui, mon camarade qui commande le ComCyber des armées, du ministère des Armées, a des missions qui sont complètement différentes des miennes. Quelles sont les vôtres, du coup ? Alors, on va commencer par vous. quelles sont les miennes ? Moi, mon travail, ma mission est simple, c'est de chasser les voleurs, mission numéro 1, et de prévenir en amont la commission des crimes et des délits. Donc un environnement très clairement tourné vers l'action judiciaire, qui est une des missions fondamentales de la gendarmerie nationale. Le ComCyber des armées a une action tout autre, puisqu'il a à la fois la mission de protéger les systèmes d'information du ministère des Armées, mais également de faire tout ce qui est lutte offensive sur les théâtres extérieurs, c'est-à-dire hors du territoire français. Donc vous êtes sollicité pour aller enquêter, pour aller traquer les cybercriminels et les arrêter, c'est bien ça ? Tout à fait. Et comment ça se passe ? Donc comment on fait appel à vous une fois ? Est-ce qu'une entreprise peut faire appel à vous ? Alors, je protège en priorité 3 cibles clairement identifiées, qui sont en fait les victimes potentielles de nos différents escrocs. Et vous remarquerez que je vais utiliser souvent ce terme, puisque à la base, ce sont des escrocs qui cherchent à faire de l'argent. Et donc, mes cibles prioritaires sont les collectivités locales, les entreprises, et puis plus généralement, l'ensemble des particuliers qui sont susceptibles de se faire cyberattaquer. Et comment ça se passe quand ils font appel à vous une fois qu'ils se sont fait attaquer et que leur attaque est résolue, ou dès la suspicion d'attaque, ils signalent chez vous ? Je vous l'ai dit, mon métier est certes de chasser les voleurs, mais également d'éviter que les infractions se produisent. Et c'est pour ça que Christian Rodriguez, le directeur général de la gendarmerie nationale, lorsqu'il a créé le ComCyberGendarme, a souhaité lui confier l'intégralité de la problématique cyber pour la gendarmerie, la partie prévention jusqu'à la partie investigation,
puisque, et on va peut-être y revenir après, quand on regarde un peu les profils de hackers contre lesquels je lutte, on découvre qu'il y a en fait 3 grands types. Il y a les hackers du très très haut du spectre, ceux qui trouvent des vulnérabilités qui sont les plus chevronnés, qui sont ceux qui vont trouver les vulnérabilités 0-day, qui vont pénétrer longtemps à l'avance dans les systèmes d'information pour estorquer un maximum d'argent. C'est ce qu'on appelle les groupes qui font de la chasse au gros. Je vous évite l'anglicisme de bon matin. Ça, c'est ceux qui sont sur le haut du spectre. Face à ça, il me faut des experts de haut vol pour arriver à les bloquer. On aura l'occasion d'y revenir quant à la constitution du ComCyberGendre. Sur le bas du spectre, à l'inverse, j'ai des escrocs qui vont me faire de la délinquance de masse, c'est-à-dire un grand nombre de victimes à faible montant. Et pour ce type de délinquants, on voit que la réponse ne peut pas être que judiciaire, parce que nous sommes face à un très grand nombre d'auteurs et de victimes. Et donc, si la réponse n'est pas judiciaire, eh bien, la réponse, elle est en amont, en évitant que le crime se produise, donc en faisant monter le niveau d'hygiène numérique des victimes potentielles. Et c'est pour ça que j'ai également une grosse activité en termes de prévention. Et puis, au milieu, on a ce que j'appelle les délinquants multicartes, qui sont moins chevronnés que les délinquants du haut du spectre, mais qui vont aller récupérer des ressources, aller aux courses, pardonnez-moi l'expression, avant de mener leur attaque. Ils vont aller acheter une vulnérabilité à un hacker du haut du spectre, ça lui coûtera 20% du montant de la rançon qu'il va demander, c'est assez bien normé. Il va aller chercher de la puissance de calcul chez un autre, ça lui coûtera entre 3 et 5% du montant de la rançon. Il va aller chercher de la puissance de blanchiment de l'argent qu'il aura réussi à extorquer, ça lui coûtera approximativement 5% du montant de sa rançon, et après il va mener son attaque. Donc vous voyez, des profils extrêmement différents, et face à ça, il faut apporter une réponse sur tous ces segments, tout ce spectre, et c'est ce à quoi je m'emploie au quotidien. Donc on n'est pas obligé d'être expert en informatique pour lancer des attaques, c'est ça que vous êtes non, en train de dire, c'est quelque chose qui se monnaie aujourd'hui. C'est quelque chose qui se monnaie très bien, qui se démocratise, c'est ce qu'on appelle, par exemple pour les ransomware, c'est ce qu'on appelle les ransomware as a service, et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une réponse coordonnée face à ces délinquants. Et est-ce que vous savez combien ils sont, ces cybercriminels aujourd'hui ? C'est très difficile à dire. Déjà, une estimation alors c'est très difficile à dire, déjà parce que le problème est international, très clairement international. Dans le cyber, les frontières n'existent pas, ça n'a aucun sens de travailler en franco-français. Moi, je travaille en permanence à l'international, j'ai en moyenne 15 à 16 réunions à l'international par mois au niveau de mes équipes, donc ça vous donne un peu le niveau des échanges. Parce que des délinquants, on en trouve sur toute la planète, du Canada à l'Australie, en passant par les États-Unis, l'Amérique du Sud, les pays du Golfe, l'Afrique, enfin, voilà, tous les pays sont à peu près concernés. Et puis, donc, on va avoir, pour répondre plus précisément à votre question, des noyaux durs d'un certain nombre de groupes de hackers qui vont s'adjoindre ce qu'on appelle des affiliés, c'est-à-dire des gens qui vont prêter allégeance au groupe en question. Donc, ça va leur donner la possibilité d'utiliser les outils du groupe de hackers, moyennant une commission versée au groupe de hackers en question lorsque leur attaque réussit. Est-ce que vous avez vu une évolution justement dans l'organisation des groupes de hackers ces dernières années ? Alors, oui, on voit qu'ils s'étendent, justement avec ce principe d'affilié pour certains. On voit que d'autres disparaissent au profit d'un certain nombre d'éléments externes, comme par exemple le conflit russo-ukrainien. Et l'exemple typique, c'est par exemple le groupe Conti, qui était un groupe de hackers extrêmement virulent. Et puis, lorsque le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé, il faut savoir que les groupes de hackers se sont à peu près répartis en 3 grandes catégories. Ceux qui étaient pour l'Ukraine, ceux qui étaient pour la Russie, et puis un troisième groupe qui, dès le début, ont dit « nous, ce conflit ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse, c'est de faire de l'argent ». Je rappelle que ce sont des escrocs qui sont là pour récupérer de l'argent en monnaie sonnante et trébuchante. Et donc un certain nombre de groupes se sont positionnés en dehors de ce conflit. C'était le cas, par exemple, du groupe Conti. Mal lui en a pris, puisqu'en fait, dans les membres du groupe, il y avait un certain nombre d'Ukrainiens qui ont trouvé inadmissible que le groupe ne se positionne pas en faveur de l'Ukraine et qui ont donc diffusé sur le net
dans certains forums spécialisés, des données extrêmement internes au groupe, sur son fonctionnement, sur qui ils étaient, etc. Et dans ces cas-là, vous le savez, les gendarmes sont plutôt conservateurs. Nous, on récupère pour travailler, pour pas que ça traîne. Et bien sûr, on enquête dessus. Donc vous surveillez ce qu'on appelle le dark web, c'est ça ? Oui, tout à fait. Pour avoir les informations. Quel est l'objectif aujourd'hui des attaquants, majoritairement ? Très clairement et quasi... Alors, nous avons 2 grands types d'attaquants. Ceux qui font ce qu'on appelle des attaques étatiques, pilotées par des États. Ça, c'est pas ma crèmerie. Ce sont les services de renseignement, l'ANSSI qui travaille dessus. Et on a un certain nombre de groupes qui sont ainsi pilotés ou aidés ou facilités par un certain nombre d'États. Et puis à côté, nous avons tous ces escrocs qui sont là pour faire de l'argent. Et là, leur motivation est unique, c'est faire augmenter le plus possible leurs revenus. Et qui ils attaquent, ces attaquants, pour se faire de l'argent aujourd'hui ? Qui sont les premières cibles touchées actuellement ? Alors, on pourrait penser que ces attaquants sont toujours extrêmement bien renseignés et ne ciblent que des victimes qui sont en mesure de payer de grosses sommes d'argent. En fait, c'est pas du tout le cas. On a vraiment ceux qui sont sur le très haut du spectre, qui eux vont cibler des victimes bien précises, des grands groupes, des structures qui ont énormément d'argent pour arriver à en soutirer le plus possible. C'est ce qu'on appelle ceux qui, je vous le disais tout à l'heure, font de la chasse au gros. Mais à côté, vous en avez tout plein d'autres qui, pour le coup, ne ciblent rien du tout, voient qu'il y a une porte ouverte, rentrent et tapent. À titre d'illustration, par exemple, sans rentrer dans le détail de l'affaire, on peut tout à fait... et on l'a déjà vu, une attaque contre un centre hospitalier universitaire, un CHU. Ce n'est pas une attaque ciblée. C'est pas du tout une attaque ciblée, puisque un CHU ne sait pas payer de rançon, par définition, c'est un établissement public. Mais en fait, où on a découvert que le pirate avait attaqué le CHU parce qu'il pensait que c'était un centre universitaire. Donc souvent, quand on parle de éthique, on se dit mais comment on peut attaquer un hôpital public ? En fait, l'attaquant lui-même ne sait pas qu'il attaque un hôpital public. Très clairement. On avait un certain nombre de groupes, et par exemple Logbit, un des groupes extrêmement virulents en France et dans le monde, sur lequel la gendarmerie enquête et est saisie. Dans leur charte initiale, ils indiquaient que jamais ils ne s'attaqueraient à un établissement de santé où ça risquait de mettre en danger la vie humaine. Il n'y a qu'à regarder les deux dernières attaques. Éthique. Oui. Il n'y a qu'à regarder les 2 dernières attaques sur les centres hospitaliers qui sont revendiqués par Logbit pour s'apercevoir que ce n'est pas du tout le cas. D'accord, très bien. Et comment ça se passe alors une enquête ? Comment on fait pour aller traquer un cybercriminel ? Alors, comment est-ce que ça commence ? Lorsqu'il y a un début d'attaque, c'est-à-dire un début de commission d'infraction, pour revenir dans quelques notions de droit, ce que je demande instamment aux victimes, c'est de m'appeler tout de suite. Pourquoi ? Parce que dans ces cas-là, moi, je déplace sur site toujours un triptyque des enquêteurs judiciaires chevronnés, des experts techniques et des experts en gestion de crise. Pourquoi ce triptyque ? Parce qu'il va falloir à la fois récupérer tout de suite les traces numériques laissées par le hacker, qui sont des traces extrêmement volatiles et que le hacker va chercher à effacer pour qu'on n'arrive pas à remonter jusqu'à lui. C'est des experts cyber là que vous déployez. C'est des experts cyber. Du haut du spectre chez moi, j'ai la chance au niveau de ma division technique, tous mes officiers sont tous ingénieurs, la moitié sont docteurs d'État post-école d'ingénieur. Donc, et on travaille à garder ce niveau d'excellence, on y reviendra si on aborde tout ce qui est sujet de recrutement. Et donc ces experts vont à la fois donc tout de suite récupérer les traces, tout de suite commencer l'enquête, pendant que l'expert en gestion de crise va se mettre, lui, à disposition de la victime pour l'aider à gérer la crise, puisque on voit qu'en général, elles sont mal préparées, voire très peu préparées, et donc c'est un véritable tsunami qui leur tombe sur la tête, et donc il est important que l'on puisse venir se mettre en accompagnement de cette victime pour arriver à ce que, par exemple, le directeur de l'établissement puisse reprendre un temps de recul pour lui permettre de prendre les bonnes décisions face aux multiples questions qui se posent.
Notamment pour fonctionner en mode dégradé en attendant. Enfin, il y a énormément de questions. Il n'y a pas que ça. Il y a le fonctionnement interne de la structure qu'il va falloir gérer, mais il y a aussi tout ce qui est communication. Qu'est-ce que je dis à mes employés, à mes collaborateurs? Qu'est-ce que je dis à mes partenaires? Qu'est-ce que je dis aux autorités? Comment est-ce que je gère les médias? Et tous ces sujets. Comment est-ce que j'organise mon PC de gestion de crise? Quels sont les modes de communication que je mets en marche? Puisque je vous rappelle qu'une attaque sérieuse sur un établissement se traduit par un système d'information complètement chiffré, inutilisable. Très souvent, des systèmes téléphoniques complètement chiffrés, donc inutilisables. Pas de sauvegarde opérationnelle. Une société de remédiation qui va être appelée pour venir remettre ça en état, mais avec lequel il va falloir qu'on se coordonne pour éviter qu'il n'efface des traces dont moi j'aurais besoin sur l'enquête, pendant que l'ensemble des collaborateurs qui se retrouvent avec un écran noir et qui donc ne peuvent plus travailler se demandent ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, ou qu'est-ce qu'on doit les mettre au chômage partiel, est-ce que je dois en garder, comment est-ce que j'organise cette vie suite à cette attaque. Mes partenaires me contactent en disant « je ne comprends pas, je ne peux plus échanger d'informations avec vous, je ne peux plus être payé par exemple pour la facture que je viens de vous émettre qui me revient en disant on n'arrive pas à joindre le système en face ». Vous voyez, il y a tous ces sujets-là à traiter et en général, voilà, le chef d'entreprise est particulièrement content quand quelqu'un qui a un peu d'expérience, un peu de bouteille vient l'aider à organiser ce maelstrom qui lui tombe sur la tête. Oui, tout à fait. Et donc, vous l'aidez aussi à retrouver les traces de l'attaquant. Comment ça se passe en fait? L'attaquant, il laisse des traces dans le système informatique et vous pouvez remonter jusqu'à lui? Alors, je ne vais pas détailler ce que je récupère comme traces et comment je travaille. Vous comprenez que si je communique là-dessus, c'est évidemment la première chose que ne feront plus les attaquants. Mais voilà, c'est un jeu du chat et de la souris. J'essaye dans ces cas-là d'être systématiquement le chat et jamais la souris, vous voyez. Et vous y arrivez alors à trouver l'attaquant, à le localiser? Alors, oui. Alors, ce sont toujours des enquêtes qui sont longues, parce qu'elles sont toujours internationales. Mais si je vous donne par exemple quelques exemples sans rentrer, là encore, dans le secret judiciaire. Premier exemple, une société française a été attaquée fin 2020 et le patron d'établissement a eu le bon réflexe, nous a appelé tout de suite. On est descendu, comme je vous l'ai indiqué, avec ce fameux triptyque immédiatement dans les locaux de l'entreprise. Ça, c'était fin 2020. Fin 2021, je suis allé chercher les deux auteurs, c'était en Ukraine pour la petite histoire, avec un groupe international où il y avait le FBI, les Pays-Bas, Europol, qui est une structure avec laquelle on travaille beaucoup, qui est particulièrement efficace dans le domaine, en termes de coordination des différentes forces. Et il y avait aussi les Anglais, puis évidemment les Ukrainiens. Et on est allé chercher les deux individus moins d'un an après, ce qui est court pour une enquête internationale. Autre exemple, vous l'avez peut-être vu dans la presse, nous sommes intervenus pour aller interpeller un hacker qui était au Canada en fin d'année. Exact, très récent. Très récent, avec là encore un groupe international qu'on dirigeait, qu'on leadait, pardonnez-moi pour l'anglicisme, où il y avait les Américains, il y avait un certain nombre de pays européens, il y avait le Japon, enfin voilà, il y avait un certain nombre de pays présents, les Canadiens bien sûr. Et bien ça, c'est le résultat de ce travail d'enquête que l'on fait au quotidien, en lien avec l'ensemble de nos partenaires, puisque, encore une fois, on n'agit pas tout seul, hein. On est vraiment au sein d'un écosystème international qui est omniprésent, et pour ça, on a besoin d'un niveau d'excellence reconnu, que ça soit au plan judiciaire, mais également au plan technique. Au plan judiciaire, parce que les forces des autres pays ne travaillent avec la gendarmerie que parce que, je crois, on a démontré qu'on savait faire 2-3 choses, mais également au plan technique, où il existe au plan international des groupes très fermés d'experts dans lesquels on rentre, non pas parce qu'on s'appelle Gendarmerie nationale, ministère de l'Intérieur ou même France, mais exclusivement à la compétence technique. On a quelque chose à apporter au débat, on rentre dans ces groupes très fermés d'experts, on n'a rien à apporter au débat, on reste à la porte. Donc que ça soit avec nos partenaires nationaux, au premier rang desquels l'ANSSI, la grande prêtresse, la SSI qui donne les grandes lignes stratégiques, les différents services de renseignement
français, nos partenaires, nos collègues de la police nationale ou de la préfecture de police de Paris. Bref, tout cet écosystème au plan investigation, eh bien, on travaille collectivement pour chacun amener un bout du puzzle pour arriver à attraper et interpeller ces auteurs. Ça fait combien de temps qu'on procède de cette manière et qu'on traque les cyberattaquants ? Alors, ça fait longtemps que la gendarmerie a investi la filière cyber et la filière des systèmes d'information. La preuve, c'est que le ComCyber actuellement, c'est 8700 cyber-enquêteurs répartis partout sur le territoire, y compris outre-mer. Donc, vous voyez que ça ne démarre pas, ça n'a pas démarré la semaine dernière, ni même l'année dernière. Après, c'est un exercice où on se perfectionne en permanence, où on s'enrichit les uns les autres en permanence, parce qu'en face, nos cyberdélinquants s'organisent vite, ils s'organisent bien, puisqu'il y a de très grosses sommes en jeu. On estime que la cyberdélinquance représente un coût à l'international estimé entre 6 et 7 000 milliards de dollars. C'est 1500 milliards de dollars de revenus pour nos cyberdélinquants. Donc, c'est énorme. Ce sont des grosses sommes. Et par rapport aux autres délinquances, on se situe où avec la cyber ? On est sur un marché équivalent à celui du marché de la drogue, à peu près. D'accord, très bien. Justement, je voulais savoir un petit peu comment vous êtes organisé au ComCyberGend. Vous êtes combien, juste pour le ComCyberGend, et quelle est la typologie de métier que vous avez chez vous ? Alors, le ComCyberGend, lorsque Christian Rodriguez l'a créé donc l'année dernière, qui lui a confié donc l'intégralité du spectre, il lui a donné plusieurs caractéristiques. La première, c'est d'en faire un grand commandement qui lui est directement rattaché. Je n'ai plus qu'un chef, c'est le directeur général. Il m'a rendu autonome financièrement, c'est-à-dire que j'ai un budget qui m'est alloué chaque année, ce qui me permet d'être le plus réactif possible. Et il m'a donné une autorité hiérarchique sur le haut du spectre cyber et fonctionnelle sur l'ensemble de la chaîne cyber. Ce qui me permet vraiment de couvrir et d'impacter l'ensemble des sujets cyber. Et pour faire simple, en gendarmerie, dès que c'est cyber, ça arrive chez moi. Si je me concentre sur le haut du spectre, 4 divisions sur le haut du spectre, une division investigation, évidemment, une division technique, et c'est là où on retrouve les fameux ingénieurs qui sont tous officiers de gendarmerie, comme moi, même si les gamins ont un CV qui est beaucoup plus impressionnant que le mien, et beaucoup plus de neurones que l'ancien que je suis. Une troisième division qui est la division proximité numérique, qui elle va travailler sur toutes les actions de prévention. Ça couvre l'accueil des victimes via le vecteur numérique, et c'est la fameuse brigade numérique, dont vous avez peut-être entendu parler. La brigade numérique, ça ne concerne pas uniquement le cyber, c'est ce que j'ai compris. Alors, la brigade numérique, c'est 35 personnels, officiers de police judiciaire, disponibles H24, 365 jours par an, qui sont là pour offrir un nouveau vecteur de saisine de la gendarmerie via un vecteur numérique, via le chat que l'on connaît si vous tapez magendarmerie.fr. Enfin, ma sécurité, puisque maintenant, cette appli a été intégrée dans une version plus globale du ministère de l'Intérieur. Donc, il faut taper quoi pour accéder? Si vous cherchez ma sécurité, vous allez tomber sur la possibilité soit de rentrer en contact avec les gendarmes de la brigade numérique, soit de rentrer avec des policiers du commissariat numérique, puisqu'ils ont repris ce mode de fonctionnement au niveau ministériel. Et donc là, on peut avoir accès, on peut parler avec un gendarme de la brigade numérique. Si vous essayez n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous aurez face à vous un gendarme qui sera prêt, soit à vous donner des renseignements, soit à prendre en compte un signalement de fait, que ça soit un fait, par exemple, la plateforme des violences sexuelles et sexistes, dont on a beaucoup parlé il y a quelque temps, mais également un fait cyber, de façon à tout de suite alerter la maison gendarmerie. Et pour avoir fait le test, j'en suis relativement fier, puisque ces militaires sont particulièrement motivés. J'ai fait le test juste avant l'émission et j'étais impressionné, ça marche très bien. Oui, je vous confirme, ça marche. Pour avoir donc fait le test, un fait qui s'est produit dans un pays d'Asie, un matin, il a fallu un quart d'heure pour que l'info soit sur mon bureau, parce qu'en fait, le
le Français qui était là-bas a saisi via magendarmerie.fr, il est tombé sur un de mes gendarmes qui tout de suite a fait remonter l'info qu'il se passait quelque chose. Vous voyez, ça marche. Très bien. Mais à côté donc de cet accès numérique, de la brigade numérique dont je parlais à l'instant, nous avons également toutes les actions de prévention vers les collectivités locales. Et là, vous avez peut-être entendu parler du dispositif Immunité Cyber qu'on a mis en place. Alors, Immunité Cyber, c'est un dispositif qu'on a construit avec l'AMF, l'Association des maires de France, et cybermalveillance.gouv.fr, le fameux dirigé par le fameux Jérôme Notin. Que je connais bien. Vous connaissez bien. Et c'est quoi ? C'est un questionnaire très simple, 9 questions écrites en français, non techniques, avec 2 réponses possibles, verte si correspondant à oui je sais, oui je fais, rouge correspondant à non je ne sais pas ou non je ne fais pas. Et à la fin, s'il n'y a que du vert, pas de souci, vous êtes complètement au fait de la problématique cyber et vous avez besoin de personne. S'il y a du rouge, ça vous répond, contactez les gendarmes, on va venir vous aider. Ce volet, on l'a enrichi et ça a été annoncé par Christian Rodriguez au dernier congrès des maires, là, il y a quelques semaines, par un pré-diagnostic au profit des collectivités. C'est-à-dire que les gendarmes, quand ils se déplacent, appelés par la collectivité qu'ils souhaitent, eh bien, on va travailler avec eux pendant une demi-journée pour leur dresser, au bout de cette demi-journée, une photographie de l'état de leur situation cyber. Où est-ce que vous en êtes sur 8 grands axes, hein, c'est le principe du radar que l'on connaît bien, avec surtout tous les renvois vers les principes, les bons gestes à adopter, le site de l'ANSSI qui va bien, le site de cybermalveillance qui va bien, la liste des experts labellisés par cybermalveillance, etc., etc., etc. Et cette action de prévention vient en complément de ce que fait par exemple l'ANSSI ou la DGSI sur les opérateurs d'importance vitale, qui sont les structures les plus emblématiques de notre pays. Très bien. Dernière division. Il me semblait qu'il en manquait une. Il en manquait une. Dernière division, c'est ma division stratégie, qui elle est une division transverse, qui elle va travailler sur tous les sujets en amont, que ce soit à l'international. Vous voyez, j'ai par exemple l'adjoint de la division là, qui part dans quelques jours pour travailler sur un des projets de l'ONU, de faire évoluer le droit international sur le cyber. Donc là aussi, on apporte notre pierre à l'édifice. Ils vont aussi travailler sur tout ce qui est réflexion autour de la formation, puisque cette chaîne cyber, ça s'entretient, ça s'anime et ça se perfectionne. Et ça évolue aussi constamment, ça évolue donc en il permanence. faut toujours être au courant des nouveautés. Voilà, donc il faut réfléchir à ce sujet formation. Comment est-ce que j'organise la formation initiale des gendarmes, mais également sa formation continue. Pour ça, Christian Rodriguez a décidé, et on l'a créé cet été, la création d'un centre national de formation cyber qui est à Lille, qui va être la tour de contrôle de toute la problématique de formation cyber, pas seulement pour la gendarmerie, puisque le ministre a décidé d'en faire le centre national ministériel de formation cyber. Donc c'est de la formation continue ou c'est une fois qu'on est ce déjà... CNF Cyber va à la fois réfléchir, puisqu'il est intégré au commandement des écoles, avec pour ma part une autorité fonctionnelle dessus. Il va travailler à la fois sur la formation initiale des sous-officiers et des officiers en matière cyber, mais également sur la formation continue à tous les niveaux, jusqu'au niveau d'expertise, en partenariat avec le monde universitaire avec lequel on travaille beaucoup. Voilà, donc on parle de formation, donc je pense que c'est la bonne transition pour parler peut-être de la pénurie de talents qu'on vit aujourd'hui dans le monde de la cyber. Est-ce que vous êtes concerné, est-ce que vous êtes touché aussi par cette pénurie de talents ? Bien sûr, on estime qu'il manque entre 5 à 6 000 ingénieurs cyber. Donc tout le monde est touché et ce domaine est particulièrement tendu. Alors, quels sont mes atouts ? Je vais en évacuer un tout de suite, c'est le salaire. Je ne me bats jamais sur le salaire, comme toute structure publique. Puisque le monde privé est capable de payer bien plus cher que je ne peux. Par contre, moi, je vais travailler sur le sens des missions qui leur sont données. Et j'ai la chance de pouvoir avoir un certain nombre de missions, aussi bien en technique qu'en prévention, qu'en investigation, qui sont susceptibles d'attirer des candidats.
Si je vous donne un exemple qui est symptomatique, si je prends le domaine technique, les experts chez moi font des choses qu'ils ne feront jamais ailleurs dans le privé. Exemple concret. Dans ces experts, il y en a un certain nombre qui vont travailler sur la lecture des données des smartphones. Pour ça, l'objectif, c'est d'arriver à lire la mémoire profonde de la puce pour être capable d'en ressortir des informations, y compris quand le téléphone arrive complètement massacré ou complètement inutilisable. Eh bien, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On dessoude le microprocesseur du smartphone. Jusque-là, pas de difficulté. On va éraser la couche superficielle au laser de façon à accéder à ce qu'on appelle les fils de bonding. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fils de bonding ? C'est des fils d'or qui sont 10 fois plus petits en diamètre qu'un cheveu. Donc, c'est vraiment des fils extrêmement fins sur lesquels on vient se piquer avec des broches, là où il faut, etc., de façon à pouvoir lire le contenu de la puce. Eh bien, il peut arriver que ces fils de bonding soient sectionnés, cassés, et donc qu'on ne puisse plus lire le contenu de la puce. Eh bien, mes experts... Dans les films, on voit qu'on détruit systématiquement tout son téléphone ou sa puce. Je pense au Bureau des légendes. Oui, très clairement. Eh bien, très clairement, ce que mes gars ont inventé, c'est une colle spéciale qui permet de reconstituer ces fils de bonding pour être capable de relire le contenu de la puce. Eh bien, typiquement, ça, c'est une activité qui, au plan technique, on est sur le très haut du spectre, mais qu'ils n'ont aucune chance de faire dans le privé parce qu'il n'y a aucun business, aucun marché derrière. Qui est-ce que ça intéresse de relire le contenu d'un microprocesseur et de la mémoire profonde de la puce, à part moi, personne. Et ben, vous voyez, ce type d'activité, c'est quelque chose qui peut attirer des experts chez moi. On a également un certain nombre d'autres activités plus confidentielles sur lesquelles il n'y a là encore aucun business commercial, donc aucune chance de pouvoir le faire dans le privé. Et bien, c'est en mettant en avant à la fois le sens de la mission, parce qu'on se bat quand même pour quelque chose qui est plutôt assez noble, aller attraper les voleurs pour empêcher qu'ils continuent d'escroquer les gens, c'est plutôt quelque chose qui remue des bons sentiments au fond de nous, avec un niveau technique ou un niveau de PJ du très très haut du spectre, avec des relations internationales omniprésentes, eh bien... et avec une carrière qu'on rend la plus lisible possible. Et là encore, ma division stratégie, on travaille beaucoup sur cette réflexion pour donner de la lisibilité au personnel, aux militaires de la gendarmerie. Eh bien, tout ça fait que on arrive à attirer un certain nombre de talents qui sont attirés par les missions qu'on fait en gendarmerie. Après, pour compléter cet attrait, Christian Rodriguez a souhaité depuis déjà 2 ou 3 ans que l'on renverse complètement notre dispositif de recrutement, puisque l'on recrute désormais à minima 40% de nos officiers avec un profil scientifique. Et l'année dernière, je crois qu'on était à presque 50. C'est-à-dire qu'on fait considérablement évoluer nos profils d'officiers. Quand moi je suis rentré, c'était plutôt des juristes, des littéraires, et les scientifiques comme moi, on était plutôt la petite partie du recrutement. C'est désormais plus du tout le cas, pardon. Et l'objectif de tous ces officiers avec un profil scientifique qui rentrent dans la maison, c'est pas tous qui viennent dans la chaîne cyber, mais qu'ils irriguent partout cette connaissance de la problématique scientifique, puisque on est persuadé, Christian Rodriguez, le premier d'entre eux, est persuadé que la prochaine crise sera une crise cyber et qu'il est important que l'ensemble de nos forces vives ait une complète appréhension du sujet. On complète ça pour les sous-officiers, à la fois par une formation cyber pour tous que suivent tous nos sous-officiers, mais également par les e-compagnies, qui sont des compagnies d'élèves sous-officiers dans lesquelles que l'on repère pour leur appétence pour le numérique, à qui l'on durcit considérablement le volet numérique, puisqu'on les fait passer de 7 à 8% leur temps de formation
à presque 30% s'agissant du numérique. Mhm. Et l'objectif, c'est que là encore, tout ceci irrigue l'ensemble des unités gendarmerie pour que cette sensibilité au numérique, au domaine scientifique, soit omniprésent pour toutes les unités de gendarmerie de Français-de-Navarre. Et vous êtes combien aujourd'hui et vous cherchez combien de talents pour les années à venir? Alors, actuellement, pour avoir fait le test, le bilan, pardon, il y a quelques jours, nous sommes un peu plus de 8700 partout sur le territoire, je l'ai dit, y compris outre-mer. Mon objectif, c'est de monter à 10 000 avant les Jeux Olympiques de 2024, puisque, vous le savez, on va avoir cet Everest à escalader. Peut-être quelques chiffres si on veut faire le focus sur les JO. Dernier JO à Tokyo, c'est 70 000 attaques avérées. D'accord. Et quand je parle d'attaques avérées, je parle vraiment d'attaques cyber. C'est-à-dire que j'enlève tout ce qui est toute petite attaque que l'on peut détecter automatiquement. Sinon, on doit être à plus de 4,5 000 de mémoire. D'accord. 70 000 attaques avérées, c'est x9 par rapport au JO de Londres. Et on s'attend au même coefficient multiplicateur entre Tokyo et Paris. Ce qui ferait combien d'attaques avérées pour si vous Paris faites 70 000 x 9, on est à un peu plus de 600 000 attaques. D'accord, il y Les aura Jeux du travail. Olympiques, c'est 40 Coupes du Monde à la fois. Et qui est attaqué pendant les JO? Qui est concerné? Alors, les Jeux Olympiques sont l'occasion de mettre un coup de projecteur sur un pays pendant ces JO. Et donc, ça attire toutes les convoitises. Des activistes qui vont en profiter pour essayer de faire passer un certain nombre de messages, des escrocs qui vont chercher à escroquer les gens, des attaques étatiques éventuellement pour mettre à mal tel ou tel pays. Et là, on a vraiment un panel extrêmement large. Si on regarde un peu ce qui s'est d'ores et déjà passé, ce qu'on a d'ores et déjà constaté, on peut par exemple citer l'attaque en 2016 d'un aéroport en Pologne qui a contraint la compagnie aérienne à dérouter 250 avions parce que l'aéroport était inutilisable. On peut parler des faux sites de vente de billets ou d'abonnements à des rediffusions pirates qui en même temps en profitent pour redescendre un certain nombre de malwares sur les postes utilisateurs. Ça servira dans un deuxième temps. Et puis on peut derrière imaginer tout ce qui est escroquerie, phishing en tout genre, mise à mal de telle ou telle structure. Un petit exemple, imaginez un hôtel dans lequel résident un certain nombre d'officiels qui voient la sirène d'alarme sonner toute la nuit. Pas sûr que le lendemain matin, les performances soient particulièrement au rendez-vous. Parce que les attaquants peuvent hacker l'alarme d'un hôtel? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et en fait, pour les JO, on voit bien qu'on a un Fort Knox, c'est le village olympique. Et là, il y a des structures spécialisées, privées. L'ANSSI travaille dessus. Enfin, voilà. Et là, on a un vrai Fort Knox. Mais à côté, il y a tout le deuxième cercle. Et c'est celui-là qui est le plus inquiétant parce que c'est là où ils sont moins protégés, c'est là où il peut y avoir un certain nombre d'attaques. Ça a été pris en compte par le gouvernement dans le cadre d'un plan spécifique stratégique JO, avec un système d'audit et de couverture à plusieurs niveaux. Mais l'objectif, c'est que voilà, tout le monde participe à cet effort collectif qu'il va falloir faire pour les JO. Et là encore, l'ANSSI est en tête de gondole, mais l'ensemble des forces vives de l'État vont devoir se mettre en ordre de bataille derrière pour travailler avec elles. En effet, vous disiez tout à l'heure que la prochaine crise sera une crise cyber. Vous faites un parallèle avec la pandémie du Covid-19 en termes de crise mondiale. Non, ce qu'on constate, c'est que les choses dans nos sociétés modernes sont de plus en plus numériques. Nos systèmes d'information sont de plus en plus complexes, de plus en plus interconnectés, de plus en plus vulnérables. On bat chaque année le record du nombre de vulnérabilités découvertes dans nos systèmes d'information. 2021, on était à plus de 50 par jour. Vulnérabilités, portes ouvertes, découvertes dans nos systèmes d'information globaux. On a la 5G qui arrive, on a le développement de l'intelligence artificielle, on a le développement des objets connectés,
On estime qu'en 2025, un individu sera en interaction avec un objet connecté à peu près 3000 fois par jour. Je ne parle même pas de l'ordinateur quantique qui va complètement rebattre les cartes, mais qui arrivera un peu plus tard vraisemblablement. Mais quand on regarde tous les moyens techniques qui se développent, quand on regarde l'explosion de la donnée numérique générée, eh bien, on se dit qu'il n'y a aucune chance d'échapper à une crise numérique. Et c'est pour ça que j'ai coutume de dire, ne vous demandez pas si vous allez être attaqué, mais plutôt quand. Et donc, c'est des choses qui s'anticipent, qui se préparent en collectif, de façon à ce que tous ensemble, on arrive à barrer la voie à ces cyberdélinquants et ces escrocs. Comment vous expliquez qu'on ait pris autant de retard pour faire face à tous ces cyberdélinquants qui, eux, se développent, j'ai l'impression, à une vitesse mirobolante ? Alors, je ne dirais pas qu'on a pris énormément de retard. En France, on n'est pas mauvais dans le cyber. Il faut savoir que 40% des ingénieurs cyber européens sont français. Petit 1. Petit 2, le président de la République a, il y a maintenant 4 ans, décidé la création du cybercampus, que vous connaissez peut-être à La Défense, qui est le regroupement de l'ensemble des acteurs publics, privés, start-up, recherche, formation, etc., dans un même lieu, le fameux totem de la cyber. Quand vous regardez de par le monde, des cybercampus, j'en connais un aux US, j'en connais un en Israël, et encore, ils n'ont pas complètement le scope aussi large que celui que couvre Paris. Donc non, je ne dirais pas qu'on est en retard. Campus Cyber qui existe depuis février 2021. Février 2021. Ça s'accompagne au niveau de l'ANSSI d'une agence qui, c'est plus de 750 personnels, dont plus de presque 600 ingénieurs, des moyens considérables mis sur le numérique, avec le plan de relance de l'ANSSI, et avec un véritable effort fait du gouvernement. Le président, en début d'année, dans sa conférence à Nice, a annoncé que le cyber était un volet extrêmement important qu'il fallait investir et sur lequel des moyens ont été mis. Quand vous regardez la LOPMI, la loi d'orientation pour le ministère de l'Intérieur, là, qui vient d'être promulguée, qui va bientôt entrer en application, vous constaterez qu'il y a un volet cyber qui est important. D'ailleurs, toutes les entreprises devront déclarer leur cyberattaque maintenant. Article 4, dans les 72 heures après la connaissance de l'infraction. Est-ce que ça va vous aider pour mener vos enquêtes ? Énormément, c'est fondamental. Jusqu'à présent, je répétais en permanence, appelez-nous dès le début de l'attaque. Si vous venez 3 semaines après, via un de vos chargés d'affaires pour venir déposer plainte, on prend la plainte, bien évidemment. Sauf que je pars avec un boulet au pied parce que je n'ai aucun élément que j'ai pu récupérer sur place dès le début de l'attaque. Avec cette obligation, s'ils veulent être assurés, de déposer plainte dans les 72 heures, ça va me permettre d'agir en tout début d'attaque et donc d'avoir le maximum d'informations pour mener à bien mon enquête. C'est comme si, pour un homicide, lorsque quelqu'un se fait tuer, vous arriviez 3 semaines après en disant j'ai tué quelqu'un, je ne sais pas trop bien où il est, je ne sais pas trop bien ce que j'ai fait, mais par contre, je vous assure, il est mort. On finit par le retrouver, pas de souci. Mais sauf que c'est évidemment beaucoup plus compliqué pour savoir qui est l'auteur que quand on arrive et qu'on va faire tout de suite le gel des lieux pour préserver les traces et indices. Eh bien, c'est là où on est le plus efficace, bien évidemment. Mais du coup, est-ce que vous conseillez aux entreprises de s'assurer pour récolter le plus de plaintes possible pour que ça puisse vous aider ? Alors, le sujet des assurances est un sujet sensible. Déjà parce que lorsque la LOPMI a été présentée au Parlement, un certain nombre en ont déduit que c'était un appel au crime pour attaquer la France, puisque on allait pouvoir assurer le paiement des rançons. Ce qui est faux, déjà parce que c'était déjà le cas, les sociétés étaient déjà assurées, puisque ce n'était absolument pas interdit dans le droit français, et ce qui n'est pas interdit en droit français est donc autorisé. Et on avait, je crois, quelque chose comme 87% des grandes entreprises qui étaient déjà titulaires d'une assurance cyber.
Mais par contre, 0,9% des PME, ce qui donne le niveau de prise en compte par ces structures de la problématique. Donc, moi, qu'il s'assure ou qu'il ne s'assure pas, c'est pas vraiment mon sujet. Ça, c'est un sujet de business, de préservation du potentiel économique de la structure. Par contre, moi, mon boulot, c'est de ressasser, appelez-nous tout de suite, parce que c'est là où on va être efficace. Et les PME, justement, qui sont si peu assurées, elles vous appellent quand elles ont un problème? Est-ce que vous avez des chiffres, justement, pour savoir un peu combien de structures font appel à vous, par exemple, cette année? Alors, le principe est un peu différent. Déjà, peut-être un élément de contexte, on sait qu'on a un chiffre noir particulièrement important, un certain nombre de structures qui ne déposent pas plainte. Et là, j'espère que la LOPMI va considérablement changer la chose. Après, sur pourquoi est-ce que ces structures ne nous appellent pas? Soit parce que par méconnaissance, soit par honte parce qu'elles se sont fait cyberattaquer et pourvu que ça ne se sache pas, ce qui entre nous est absurde puisque autant les gendarmes, mais c'est pareil pour les camarades policiers, nous on ne parle pas de ce qui se passe dans les enquêtes judiciaires, secret judiciaire oblige, mais par contre les hackers vont publier ça sur leur mur et donc les médias seront au courant. Les partenaires sont au courant parce qu'en face, ça ne répondra plus. Donc le côté j'ai honte, je veux pas que ça se sache, en général, est un mauvais argument. Mais voilà, on a souvent des questions d'irréputation, un certain nombre d'entités qui ne déposent pas plainte. Et puis surtout, elles ne déposent pas plainte pour un élément qui me semble beaucoup plus proche de la vérité, c'est le fait qu'en fait, elles ne savent pas comment est-ce qu'elles doivent réagir face à une cyberattaque. Et c'est pour ça que la gendarmerie a inclus tout le volet prévention dans son action cyber. Parce que pour qu'une structure sache quoi faire face à une attaque cyber, la première des choses, c'est d'arriver à la sensibiliser, d'arriver à lui expliquer comment ça marche, parce que spontanément, elle ne va pas le faire. Alors, quand vous prenez une grosse entreprise qui a déjà une DSI, un RSSI, et avec des exercices, etc., évidemment, cette entreprise sait comment réagir. Mais si vous prenez un artisan, quel qu'il soit, plombier, électricien, un patron d'une entreprise de 2000 employés, etc., eh bien lui, pour le coup, il ne sait absolument pas comment réagir. Et donc, c'est vers ces cibles-là que l'on travaille en priorité en prévention pour arriver à les sensibiliser, à leur expliquer ce qui les attend et ce qu'ils doivent faire en cas d'attaque. Et justement, pour conclure cette émission, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos objectifs de 2023 ? Quels sont vos besoins et quelles vont être vos actions principales ? Alors, les besoins ils sont multiples. Si je reprends les différents volets de mon activité, en prévention, c'est encore et toujours travailler sur la prévention autour des collectivités, des établissements de santé, des ETI, PME, TPE, bref, toutes les victimes potentielles sont susceptibles de se faire hacker. Et là, voilà, on a un certain nombre d'idées en préparation pour arriver à les sensibiliser, à faire monter leur niveau d'hygiène numérique. En investigation, on a un certain nombre de très grosses enquêtes en cours. Il faudra revenir ou regarder la presse à la fin du premier semestre 2023. Il devrait y avoir un certain nombre d'actions intéressantes à l'international pour essayer de mettre à mal un certain nombre de grands groupes de hackers. Vous avez combien d'enquêtes en cours en simultané en général ? D'enquêtes en cours, je n'ose les compter. Oui, c'est pas 3-4 gros attaquants qu'on essaye de traquer, c'est une multitude... Alors, en fait, si je me concentre sur le haut du spectre, sur les rançons logicielles, la répartition se fait sous l'autorité de J3, la section spécialisée du parquet de Paris. On a à peu près 100-120 souches différentes de malware.
sur cette centaine de souches, on en a à peu près 40% qui est attribué à la gendarmerie, 40% attribué à l'APN et puis à peu près autant à la préfecture de police. Après, on a autant d'enquêtes que de victimes. Un certain nombre d'enquêtes sont évidemment travaillées en parallèle parce qu'elles concernent le même groupe de hackers. Et on travaille de concert avec nos partenaires pour arriver à les éradiquer ou en tout cas leur faire particulièrement mal. À côté de ça, côté de ces rançongiciels, un autre volet dont on n'a encore pas parlé, la pédocriminalité. Où là, malheureusement, cette activité ne faiblit pas. On mène régulièrement un certain nombre d'enquêtes coordonnées au plan national pour arriver à, là encore, à aller chercher ces délinquants sexuels et les mettre hors d'état de nuire. La dernière enquête qui répondait au doux nom d'Orus, c'était 126 enquêteurs au plan national, répartis partout. Ça fait l'objet de plus de 50 interpellations et un certain nombre qui ont été mis en prison pour leur activité délictuelle. Et cette pédocriminalité, c'est un peu plus de 1200, pas tout à fait 1200 procédures cyber à l'année, sur un total en 2022 de 113 000 procédures cyber. Ce qui est un beau chiffre, en effet. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais en tout cas, ça dénote un peu d'activité, oui. Malheureusement, oui. Et est-ce que vous avez rajouté quelque chose sur vos objectifs de 2023 ? Je vous ai un petit peu coupé sur... Alors, oui, pardon. Sur les objectifs de 2023, donc à côté de ces enquêtes sur lesquelles j'attends beaucoup, un axe d'effort important, la préparation des Jeux Olympiques, avec un galop d'essai, la Coupe du Monde de rugby à l'été 2023, qui sont deux événements majeurs au plan mondial qui vont concerner la France et sur lesquels il faut que tous ensemble, on réponde présent, l'ANSSI, les forces de sécurité, les services de renseignement, de façon à éviter la casse et la réussite d'attaques trop nombreuses qui pourraient pénaliser, y compris au plan économique, notre pays. Eh bien, merci beaucoup, Général Bauger. Merci à vous. De nous avoir emmenés à la découverte de la gendarmerie du cyberespace. À tous nos auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du podcast pour rester au courant des épisodes, mais aussi des focus qui sortent. Pour info, nous sommes aussi sur Instagram. Le compte s'appelle tout simplement Le Monde de la Cyber. Merci à tous pour vos messages aussi d'encouragement et encore merci aux équipes du Com Cybergendre de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Monde de la Cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.